Cette expérience m'a transformé, je ne dirais pas que je suis devenu croyant, mais je ne suis plus athée. Il y a 12 ans, sur un ton de plaisanterie, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. J'ai demandé à un démon de prendre le contrôle de ma vie et de me rendre réussi, en échange d'un prix à payer plus tard. J'étais jeune, insouciant, et je n'y croyais pas vraiment. Depuis, ma vie a pris un virage inexplicable. Avec seulement un jet dans poche, j'ai réussi à me construire une carrière stable. J'ai connu des opportunités qui s'alignaient comme par magie, des portes qui s'ouvraient toutes seules. Tout se passe dans mon sens, comme si une main invisible guidait mon chemin. Pourtant, il y a une ombre dans ce tableau. Chaque fois que je tente ma chance au jeu d'argent, je perds. Systématiquement. Impossible de gagner même 20 $. C'est devenu presque comique. Je préviens même les gens au casino de miser contre moi, et je les regarde rafler des centaines de dollars à chaque fois, pendant que je m'effondre. J'en viens à espérer que c'est ça, le prix que j'ai eu à payer, être maudit au jeu. Parce que sinon, l'idée qu'une autre dette plus lourde m'attende me glace d'avance. Cette blague d'adolescent plane toujours au-dessus de moi et je ne peux pas m'empêcher de me demander quand la vraie facture tombera. La famille de ma mère en avait une quand elle était enfant. Grande famille catholique, beaucoup d'enfants. Ma grand-mère pensait que c'était inoffensif, juste un jeu rigolo. Ils ont eu beaucoup d'interactions bénignes avec la planche, sauf un jour où elle n'a tout simplement rien fait du tout. Un autre jour, alors que la planche fonctionnait, ils ont passé en revue la liste des enfants de la famille en demandant à l'esprit s'il aimait chacun d'eux. Les réponses étaient oui, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ma mère. Là, la réponse a été non. Ils ont demandé pourquoi il ne l'aimait pas et la planche a éplé, à cause de son prénom. Le prénom de ma mère est Marie. Dans la pensée catholique, Satan a une inimitié particulière envers Marie. Elle, une simple humaine, a été élevée au-dessus de lui et c'est par elle que Jésus est venu au monde. Sa haine envers elle est donc immense. Il existe aussi beaucoup d'histoires où des personnes se tournent vers l'intercession de Marie, lui demandant de demander à son fils, pour échapper aux griffes de Satan. Ah, et le jour où la planche n'avait pas fonctionné? C'était le 15 août, une grande fête mariale, où Marie est spécialement commémorée dans la liturgie catholique. Autant dire que je n'ai jamais eu la moindre envie de toucher à une planche de Ouija. Quand j'étais adolescente, les parents d'une amie possédaient une vieille maison qu'ils louaient pour se faire un peu de revenus. Entre deux locataires, l'endroit restait vide et plongé dans le noir puisque l'électricité était coupée. C'était devenu notre cachette. On s'y retrouvait pour boire, fumer et rigoler loin des adultes. L'atmosphère du lieu, avec ses couloirs vides et ses pièces froides, donnait déjà une impression étrange. On y avait même apporté un Ouija à quelques reprises, juste pour se faire peur. Un soir, il s'est produit quelque chose qui nous a vraiment marqués. Nous étions censés discuter avec l'esprit d'un jeune homme. Au bout d'un moment, comme tout le monde était passé aux toilettes sauf moi, on a décidé de poser une question un peu idiote pour tester. On a demandé la couleur de mes sous-vêtements. Le curseur a lentement formé le mot orange. À l'époque, c'était une couleur assez inhabituelle pour des sous-vêtements féminins. Pourtant c'était la vérité. Le groupe est resté figé. Plus personne n'osait parler. Ce détail anodin nous a glacés d'un coup et on n'a pas pu s'empêcher de se regarder avec une gêne palpable. La dernière fois que nous avons utilisé ce jeu, l'ambiance a tourné bien plus sombre. L'entité prétendue nous a brusquement ordonné de quitter l'appartement. Nous avons demandé pourquoi. La planche a commencé à former lentement le mot démon. Certains étaient persuadés que l'un d'entre nous faisait bouger la pièce exprès. Mais malgré cette explication rationnelle, un malaise s'est installé. Nous avons fini par ranger la planche et partir. Plus tard, dans la même soirée, nous nous sommes rendus à une fête dans une autre maison. L'ambiance semblait normale jusqu'au moment où un petit groupe de garçons a tenté de nous enfermer avec eux dans une chambre. La tension a explosé.
On a réussi à se dégager mais le sentiment oppressant de la soirée ne nous a pas quittés. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais touché à un Ouija. Ce qui s'était passé ce soir-là, dans l'appartement vide comme à la fête ensuite, m'a donné l'impression qu'on avait réellement attiré quelque chose de malsain. J'ai grandi dans une zone plutôt rurale en Alaska. Une de mes amies proches vivait un peu plus loin et, comme sa mère était barmaid et que les bars ne fermaient qu'à 4 heures du matin, elle se retrouvait souvent seule. Sa caravane était vraiment pourrie, la fondation s'était affaissée, les tuyaux gelaient et ne fonctionnaient plus, et le chauffage n'arrivait pas à suivre l'hiver alaskien. Les vitres étaient toujours gelées de l'intérieur. On avait environ 14 ans et l'un des petits amis de Nikki avait apporté une planche de Ouija et nous avait mis au défi de l'utiliser. La plupart de nos amis étaient trop cool pour admettre qu'ils avaient peur, mais moi j'étais une vraie poule mouillée. Je n'avais même jamais fait Bloody Mary, j'étais trop effrayé. Ils se sont tous installés pour jouer avec la planche, moi je suis allé dans la petite pièce du fond où vivaient leurs lapins, ils les élevaient pour la fourrure et la viande, pour lire un livre. Il ne faisait pas vraiment chaud mais ce n'était pas glacial non plus. La sœur de Nikki est venue aussi, donc nous n'étions que toutes les deux avec les lapins. De temps en temps on entendait un cri venant du salon, mais pour l'essentiel personne ne nous dérangeait, donc tout allait bien. Jusqu'à ce que Nikki arrive avec la planche de Ouija. Elle a sorti l'un des lapins, un petit, et en riant hystériquement, elle l'a posé sur la planche. Il est resté immobile quelques secondes puis il s'est renversé et, il est mort. Les lapins font ça, ils peuvent avoir si peur que leur cœur lâche, mais le timing était vraiment horrifique. J'ai rappelé ma mère et je lui ai dit que je rentrerais à pied si elle ne venait pas me chercher, malgré les routes affreuses, la nuit et les élans, et je suis parti. Je n'y suis pas retourné pendant des mois. Nikki a juré sur tout et même encore aujourd'hui qu'elle ne pensait pas que ça marcherait, qu'ils avaient demandé à l'esprit de leur montrer sa force en tuant quelque chose, mais elle insiste que c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après l'été, quand le soleil ne se couchait plus, que j'y suis retourné, et jamais en hiver. C'est toujours un endroit super flippant. Une fois, mes amis et moi avions invité quelques filles chez moi et nous nous étions installés dans le sous-sol de ma mère. On avait sorti un Ouija, allumé des bougies disposées en pentagramme, éteint les lumières, tout le cliché du rituel. Aucun de nous n'y croyait vraiment, mais on était adolescents et on jouait le jeu pour avoir l'air cool. L'une des filles a fini par demander qu'on rallume la lumière, parce que l'obscurité et les bougies en cercle commençaient à trop l'angoisser. On a donc allumé les lampes et repris notre séance. On a commencé à poser des questions, d'abord en riant un peu, puis plus sérieusement, et on a fini par contacter un soi-disant esprit. Après un moment, on a demandé s'il était dans la pièce avec nous. Le curseur a glissé sur « oui ». C'est là que, sans réfléchir, j'ai lancé « alors prouve-le ». Tout de suite après, la lumière s'est éteinte d'un coup. Dans l'obscurité totale, un vieux PC dans le fond du sous-sol, qui n'avait pas été allumé depuis des années, s'est mis à démarrer. Son ventilateur a grincé et l'écran a affiché le logo de Windows XP dans un halo bleu pâle, seul point lumineux au milieu des bougies tremblantes. On entendait notre propre respiration et quelques chuchotements nerveux. L'air était devenu lourd, presque électrique, et chacun jetait des regards paniqués aux autres sans oser bouger. Ce moment nous a cloués sur place. Nous étions tous persuadés qu'il se passait quelque chose qu'on ne contrôlait pas. Peut-être une surtension électrique, peut-être une simple coïncidence, mais dans l'instant ça n'avait rien de rationnel. Après ça, nous avons soufflé les bougies, remonté l'escalier 4 à 4 et plus personne n'a jamais reparlé de refaire ce genre de séance. Celle-ci est un peu longue. Petite mise en contexte. Mon pote Roger avait un sous-sol. Au bas de l'escalier du sous-sol, il y avait une porte. Cette porte séparait le sous-sol avec la piscine et la salle de fléchettes du reste de la maison. Le seul problème, c'est qu'au fil des années la porte avait gonflé et ne fermait plus. Essayer de la fermer était une épreuve.
Elle avait tellement gonflé que le sol était creusé à force d'être raclé par le bas de la porte. Maintenant, l'histoire. Roger, moi et 2 autres amis jouions avec la planche dans le noir. Après une quinzaine de minutes à faire les idiots, la mère de Roger l'appelle pour dîner. Il ne monte pas. On continue nos bêtises encore 5 à 10 minutes. La mère de Roger commence à s'énerver. On l'entend marcher d'un pas lourd dans la maison au-dessus de nous. Elle arrive à la cage d'escalier et crie « Roger, monte tout de suite pour dîner ». Roger répond « Ok, donne-moi encore 2 minutes ». La mère réplique « Ne reste pas planté là en bas de l'escalier, monte ». Là est le problème. Nous sommes à environ 5 ou 6 mètres de la porte. Il est impossible qu'elle voie Roger. Roger s'exclame, on est assis au bar, et au moment où il prononce le mot « bar », la porte que personne ne pouvait fermer claque violemment, avec force. Nous sommes immédiatement passés de la rigolade à la panique, en hurlant, incapables d'ouvrir la porte. Le père de Roger a dû passer par la fenêtre du sous-sol et défoncer la porte à coups de pied pour l'ouvrir. Je ne suis jamais retourné chez Roger. Comme beaucoup de gens, j'ai toujours été très sceptique à propos des planches de Ouija, enfin, plus ou moins. Il y a environ 4 ou 5 ans, j'en ai utilisé une et, comme tout le monde, j'étais persuadé que ce sont les participants qui font bouger le curseur sans s'en rendre compte. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de tester. J'ai posé des questions dont j'étais absolument certain que personne autour de moi ne pouvait connaître les réponses, des détails intimes et très précis que je n'avais jamais partagés avec personne. À ma stupéfaction la plus totale, la planche a donné les bonnes réponses, une par une. Pas d'hésitation. Pas d'erreur. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis retrouvé sans voix, partagé entre fascination et terreur. Pendant plusieurs semaines après cette séance, des choses étranges ont commencé à se produire chez moi. Bruits inexplicables, objets déplacés, impression furtive d'être observé. C'était suffisant pour me convaincre de ne plus jamais retoucher à une planche de Ouija. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais je le dis franchement à quiconque m'en parle, ne jouez pas avec ça. C'est tentant, ça semble anodin, mais certaines expériences ne valent pas la curiosité. Au début des années 1970, j'en ai demandé une pour mon anniversaire. C'était très courant et on considérait ça comme un jeu. J'ai commencé à expérimenter avec, souvent lors de soirées pyjama avec des amis. On s'amusait beaucoup, on posait des questions idiotes et on obtenait des réponses étranges. Je crois que les planches de Ouija fonctionnent. Absolument. Je pense que leur efficacité dépend totalement de la personne qui les utilise et de la combinaison des personnes autour de la planche. J'ai vécu des mouvements très lents de la planchette avec certains partenaires et des mouvements très rapides avec d'autres. Avec une amie, nous étions tellement en phase que la planchette volait sur le plateau si vite qu'on pouvait à peine garder les mains dessus. Une autre fille se tenait au-dessus de la planche et criait les lettres pendant qu'une autre les notait. C'était incroyablement rapide. Je pense que chaque fois qu'on s'ouvre au channeling, et c'est exactement ce que fait une planche de Ouija, on ouvre aussi une porte vers le monde des esprits et on déroule en quelque sorte le tapis rouge comme pour une journée portes ouvertes. Il faut faire attention à ce qu'on demande. Je ne crois pas aux démons ni au diable ni à tout ça. Je crois que les esprits sont comme les gens, certains sont sympas et d'autres sont des imbéciles. Quand j'utilisais la planche, il m'est arrivé de vivre quelques expériences flippantes ici et là. Est-ce que la planche fonctionne pour tout le monde? Non. Certains utilisateurs sont tout simplement mieux équipés pour avoir du succès avec. Faut-il en utiliser une? Je dirais que c'est à vous de décider. Je pense que c'était amusant, mais je crois aussi que cela a ajouté ou encouragé une activité inexpliquée dans la maison de mon enfance. Je n'en ai pas acheté à ma fille et je n'ai jamais autorisé leur utilisation dans aucune des maisons où j'ai vécu adulte. J'attire déjà assez d'activités par moi-même, je ne veux pas en rajouter. Je croyais que tout ça était du vent jusqu'à ce soir d'Halloween au lycée.
On était chez un camarade pour une fête et quelqu'un avait sorti un Ouija, histoire de se faire peur. On riait, on faisait semblant d'y croire, mais personne n'était vraiment convaincu. La planche a commencé à répondre et nous a dit que nous n'étions pas seuls, qu'un visiteur était présent pour nous protéger. Intrigué, on lui a demandé d'épeler son nom. Les lettres se sont déplacées lentement pour former un prénom que personne dans le groupe ne connaissait. C'est à ce moment que l'hôte de la soirée est descendu pour voir comment ça se passait. On lui a raconté en rigolant le nom que l'esprit prétendait avoir. Son visage a changé d'un coup. Elle a éclaté en sanglots, nous a insultés et a couru à l'étage sans un mot de plus. L'atmosphère dans la pièce s'est figée, comme si l'air était devenu plus lourd. Sa meilleure amie, restée avec nous, nous a expliqué d'une voix basse que ce prénom était celui du père de l'hôte, décédé quelques années plus tôt. Aucun de nous n'était au courant de cette histoire. Tout le monde est resté silencieux, la planche immobile au centre de la table. Peut-être que c'était une coïncidence, peut-être que quelqu'un savait et a manipulé la réponse. Mais cette nuit-là m'a suffi. Depuis, je n'ai plus jamais touché à un Ouija. Je n'ai jamais eu le courage d'en utiliser une. Mais les seules personnes que je connaissais directement et qui avaient joué avec en ont vécu une expérience particulière. Quand j'étais préado, vers novembre 2012 ans, ma mère s'est remariée et nous avons emménagé dans la maison de mon beau-père un peu au milieu de nulle part, un petit village en périphérie d'une plus grande ville, environ 600 habitants, rural boisé. Nous n'avions que 4 voisins dans un rayon de quelques kilomètres et l'un d'eux avait un enfant de 5 ans de moins que moi. Je jouais avec elle et je m'étais lié d'amitié avec sa mère, trentaine, un peu sorcière, cool et ouverte à parler avec quelqu'un de mon âge. Elle avait organisé un petit mariage avec son compagnon de longue date et j'étais invité à la réception chez eux après, en gros une fête à la maison. Elle m'avait dit qu'une de ses amies avait 2 filles à peu près de mon âge, donc j'étais ravi d'y aller pour socialiser. On s'est bien amusé et j'ai aimé l'ambiance. On m'a invité à dormir là-bas pour la nuit, avec film et snack, et quelqu'un avait apporté une planche de Ouija. Je n'ai rien dit de ça, mais quand j'ai appelé ma mère pour demander si je pouvais rester dormir, elle a dit non, je devais rentrer à la maison. J'étais déçu mais on m'a invité à revenir le lendemain matin pour continuer à jouer avec les filles de mon âge. Le matin arrive et je reviens. Les 2 filles étaient assises dehors, blêmes comme des fantômes, fixant le champ. Je les ai saluées, impatientes de jouer. Les filles d'ordinaire pétillantes étaient apathiques et semblaient manquer de sommeil. Je leur ai demandé ce qui se passait et elles m'ont dit qu'elles avaient joué avec la planche et que quelque chose leur avait répondu, les appelant par les surnoms que leurs grands-parents décédés leur donnaient. Elles ont juré que les murs avaient commencé à saigner dans les coins du plafond et que le courant s'était coupé uniquement dans la pièce où elles étaient. À l'époque je n'étais pas aussi spirituel qu'aujourd'hui donc j'ai trouvé ça juste étrange. On a continué à jouer dehors pendant quelques heures après avoir changé de sujet, mais elles étaient clairement ailleurs et bien moins enthousiastes que la veille. Ça a suffi pour que je n'ai plus jamais envie de toucher à une planche de Ouija. Ce soir-là, la planche s'est mise à bouger toute seule et à répondre juste à des questions que seule une personne du groupe connaissait. Au début c'était un jeu, mais plus les réponses tombaient, plus l'ambiance devenait lourde. Après la séance, nous étions tous mal, vidés, comme si quelque chose nous avait aspiré notre énergie. Pendant les 24 heures qui ont suivi, chacun de nous s'est blessé d'une façon inhabituelle. Dans mon cas, je me suis coupé l'oreille en me rasant tellement profondément que le sang ne s'arrêtait plus. C'était du jamais vu pour moi. Les autres aussi ont eu des accidents idiots dans la même journée. À un moment, certains ont commencé à dire qu'ils voulaient arrêter. C'est là que la planche a fait quelque chose de terrifiant, le curseur s'est mis à faire un compte à rebours tout seul, comme si, l'esprit, essayait de sortir de la planche. Aucun de nous ne le touchait. On s'est tous regardés, livides, et sans se concerter on a décidé que c'était fini. Quand on a déplacé le curseur sur « Au revoir », la bougie a soufflé toute seule, plongeant la pièce dans un noir total.
La seule fois où j'ai interagi avec une planche de Ouija, j'étais avec un ami. Moi j'y croyais et lui pensais que tous ceux qui croient aux fantômes ou aux esprits devraient consulter. On a juste joué avec pendant une quinzaine de minutes, rien n'a bougé, aucune réaction. Il a commencé à se moquer de moi et j'ai dit « Eh, pour tout ce que tu en sais, peut-être qu'il y en a un ici et qu'il est timide ou qu'il sait juste que tu es un connard. » La planchette est allée sur oui, ce dont il m'a accusé, et je l'ai accusé en retour, puis on est passé à autre chose. Vers 4 heures du matin, il est entré discrètement dans la chambre d'amis où je dormais pour me demander s'il pouvait dormir par terre parce qu'il entendait des bruits bizarres. J'ai dit pas de problème mais quel genre de bruit? Il m'a dit qu'il entendait des pas et une respiration. Vieille maison, probablement rien. Il s'est allongé, je me suis allongé et là on a tous les deux clairement entendu une troisième personne respirer dans une maison où nous n'étions que deux. Il voulait prendre la planche, j'ai dit non, sortons d'ici. On a fini par aller dans un déni ouvert toute la nuit pendant environ 6 heures. Depuis je ne les touche plus. Une de mes ex avait invité des amis quand j'étais au travail et elles avaient sorti cette foutue planche de Ouija quand je suis rentré. J'ai pété un câble et je leur ai dit de la sortir de ma maison. Il y a environ 3 ans, j'ai parlé avec un esprit par le biais d'une planche de Ouija. Il m'a donné son prénom, celui de sa femme, de ses filles et même la ville où il avait vécu de son vivant. Sur le moment, j'étais curieux mais pas effrayé. Après la séance, j'ai tout vérifié sur Google. Chaque détail correspondait parfaitement. Pas une seule erreur. J'aurais dû être terrifié, mais au lieu de ça je me sentais étrangement apaisé. Il m'avait expliqué qu'il veillait sur moi et me protégeait, comme une sorte d'ange gardien. Avant cette expérience, je n'avais jamais cru à ce genre de choses. Mais ce soir-là a changé quelque chose en moi. Raconter cette histoire, c'est toujours compliqué. Les gens sont choqués, intrigués, mais ce que j'ai ressenti était tellement intense que les mots n'arrivent jamais à traduire pleinement la folie de ce moment. Je ne ferai jamais ça seul et je déconseille fortement de le faire avec des gens qui veulent plaisanter ou tricher. Si on veut que ça fonctionne, il faut prendre l'expérience au sérieux, respecter les limites de ce qui se présente à vous et surtout, ne pas oublier de dire au revoir avant de retirer ses mains du curseur. D'après mon expérience, les planches de Ouija sont authentiques. À 100%. Cela peut dépendre de ce que l'on croit et des énergies qu'on y met en les utilisant. Je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu dans ce genre de situation, mais dans mon expérience personnelle elles sont très réelles et ne doivent pas être prises à la légère. Quand j'étais adolescente, une voisine à moi qui repartait vivre en Angleterre depuis les États-Unis m'a donné sa planche de Ouija car elle m'a dit qu'elles étaient interdites là-bas. En bon ado rebelle de 16 ans, en entendant ça j'ai tout de suite été intéressé. À cette époque je n'avais aucune expérience personnelle avec les planches de Ouija, même ma meilleure amie en avait alors bien sûr, je l'ai appelée pour qu'elle le fasse avec moi. Au début elle m'a bien précisé qu'il ne fallait jamais utiliser une planche de Ouija seule. Je ne me souviens plus exactement de sa raison mais j'imagine que c'était parce qu'en le faisant seul on peut être plus vulnérable et risquer d'être possédé par des esprits mauvais. À ce moment-là je traversais déjà des épisodes de dépression depuis environ 2 ans. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte car la dépression peut rendre plus vulnérable à l'influence de quelque chose de négatif sur l'esprit. Je dois préciser qu'il y avait souvent un esprit en particulier qui se manifestait presque à chaque fois sur la planche et voulait nous parler. Nous lui demandions toujours « Es-tu un bon esprit ou un mauvais esprit ?» Cet esprit nous a dit dès le début qu'il était mauvais ou maléfique. Parfois il essayait de nous tromper si nous disions que nous ne voulions pas lui parler et qu'on voulait parler à un « bon esprit », mais il finissait toujours par se dévoiler assez vite. Quand nous avons commencé à communiquer avec cet esprit, nous lui avions posé des questions sur sa mort, quel âge il avait quand il est mort, comment il est mort, etc. Au fil des mois mon intérêt pour cette planche est devenu si intense que ma meilleure amie a refusé de le faire avec moi. Elle disait que j'étais beaucoup trop obsédé, et que cela la mettait mal à l'aise. Je suis rapidement devenu obsédé par ce truc. Je me souviens l'avoir appelé et littéralement supplié de venir jouer avec moi.
Cela n'a pas tardé avant que je tente de le faire seul et comme je l'ai dit, mon état mental était déjà affaibli ou compromis par ma dépression. Je suis vite descendu dans un endroit beaucoup plus sombre mentalement que tout ce que j'avais connu auparavant et c'est difficile à expliquer mais j'avais l'impression que quelque chose de maléfique essayait de prendre le contrôle de moi. J'ai fini par révéler à mes parents et à mes frères et sœurs que je faisais ça souvent et seul. Mes parents ont essayé de s'en débarrasser. Après plusieurs tentatives ratées, je crois que nous avons finalement réussi à nous en débarrasser en la laissant tout simplement derrière nous quand nous avons déménagé dans un autre état. Pour ce qui est de ma santé mentale, je me suis tourné vers certains membres de ma famille croyants et j'ai cherché de l'aide auprès d'eux à travers la prière. Encore une fois, tout cela est basé sur ma propre expérience personnelle. Je suis païenne et je voulais donner quelques conseils à propos des planches de spiritisme, parce que beaucoup de gens en ont une peur bleue. La règle numéro 1, toujours dire au revoir. C'est l'erreur qui cause le plus de problèmes. Quand on n'a pas refermé la session, on laisse la porte ouverte et l'esprit reste bloqué. Ce n'est agréable ni pour vous ni pour lui. Quand vous invoquez ou invitez, soyez précis. Ne dites jamais « quelqu'un » ou « n'importe quoi », car, littéralement, vous invitez n'importe qui ou n'importe quoi, bon comme mauvais. Préférez des formulations claires comme « je n'invite que des esprits bienveillants » ou « j'invite uniquement ceux qui viennent avec de bonnes intentions ». Cela met des limites et réduit énormément les risques. Faites preuve de respect. Si vous tentez de contacter l'esprit d'une personne qui a subi des violences ou une mort tragique, évitez les questions crues ou intrusives. Vous n'aimeriez pas qu'un inconnu vous interroge sur vos traumatismes les plus intimes. Considérez-les comme des personnes à part entière et non comme des attractions. Enfin, soyez encore plus prudent avec les entités non humaines. Elles étaient là bien avant vous et leur capacité dépasse l'entendement. Ne jouez pas avec les démons, même si vous êtes sataniste ou que vous croyez maîtriser la situation. Leur nature même a des effets sur vous, que vous le vouliez ou non. En bref, prenez ces pratiques au sérieux, établissez des règles claires, et traitez chaque esprit comme s'il était vivant. C'est le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises. C'était à la fac, au milieu des années 80. Ma meilleure amie, qui n'était pas encore ma colocataire à l'époque, et moi avons fabriqué une planche Ouija maison. Dé et moi l'avions faite avec une simple feuille de cahier et une paille en guise de planchette. Époque fauchée d'étudiants, on s'amusait comme on pouvait. Nous avons eu contact avec deux esprits qui prétendaient venir de la Seconde Guerre mondiale, Jonathan et Wade. Comme les idiots d'étudiants que nous étions, nous les avons suppliés de nous envoyer un signe. Ils ne voulaient pas, disaient que cela coûterait beaucoup d'énergie et risquait d'ouvrir une porte à d'autres esprits moins bienveillants. Non, non, on insistait, envoyez-nous un signe. Nous avons quitté la séance, sommes allés dormir, nous sommes levés, sortis faire des courses. De retour au dortoir, le voyant de message clignotait sur le, désormais antique, répondeur. Nous faisons défiler et au milieu il y avait un message disant « Wade M. Cathy ». Nous ne connaissions aucun Wade, ni dans la famille de D, ni dans la mienne. Aucun ami, professeur ou étudiant portant ce prénom. Nous avons complètement paniqué, nous avons réécouté, puis encore paniqué. Mon Dieu, ça doit être leur signe. Puis on a eu l'idée brillante de faire écouter notre meilleur ami. Il vivait en face, dans le dortoir des garçons. D et moi descendons en courant, elle va chercher J, on revient en courant. La lumière des messages clignote toujours, on lance l'écoute, et ce message du milieu a disparu. Il n'est jamais revenu. Encore plus de panique. Étage J nous a passé un sermon sur le fait de jouer avec des planches Ouija. D et moi avons continué malgré tout, mais j'ai commencé à remarquer que mes mains devenaient froides jusqu'au coude. Je me sentais épuisé, vidé de mon énergie. Puis un week-end, ma coloc est rentrée chez elle. Je suis sorti et revenu au crépuscule. En entrant, le dortoir était glacial en mai, dans le sud profond des États-Unis. J'ai pénétré dans la pièce et j'ai vu à la fenêtre une main géante qui a frappé 3 fois. À travers la vitre. Nous vivions au 3e étage.
J'ai fait un pas en arrière, sans rien dire ni penser. J'ai éteint la lumière, fermé à clé, couru jusqu'à la chambre de D. Encore de la panique. Je lui ai dit, je dors ici ce soir, même si c'est par terre. On s'est calmé, puis j'ai réalisé, mince, j'ai besoin de ma solution pour l'Antille et de mes affaires. Il faut qu'on y retourne. D a dit d'attendre encore 1 heure ou 2. Nous avons attendu. En revenant, la chambre était complètement normale. Plus de lourdeur, plus de froid glacial. D et moi avons déchiré la planche Ouija maison, découpé la planchette en morceaux et ne l'avons plus jamais refaite. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu une main géante frapper à ma fenêtre, à travers la vitre. Elle a bougé les stores à l'intérieur. Et nous vivions au 3e étage. Quelque chose voulait entrer. Plus jamais. Mon père, aujourd'hui décédé, était prêtre. Dans l'une de ses paroisses, il avait des liens étroits avec plusieurs membres de la police locale. Un soir, l'un d'eux l'a appelé pour lui demander de venir d'urgence dans une maison un peu à l'extérieur de la ville. Les agents avaient été envoyés sur une simple plainte pour tapage et pensaient régler une histoire de voisinage banal. En réalité, plusieurs jeunes hommes d'une vingtaine d'années s'étaient enfermés dans cette maison pour s'amuser avec une planche de Ouija. Quand mon père est arrivé, l'atmosphère était glaciale et chaotique. L'un des jeunes avait perdu tout contrôle de lui-même et a fini par être interné en hôpital psychiatrique pendant presque 1 an. Mon père m'a confié qu'en franchissant le seuil de cette maison, il avait ressenti plus de peur qu'à n'importe quel moment de sa vie, y compris pendant son service militaire. Il avait l'habitude des situations difficiles et n'était pas un homme impressionnable, mais là, quelque chose l'avait frappé profondément. Il a récité une prière dans la maison, elle est d'ailleurs consignée dans un petit livre de prière que j'ai récupéré après son décès, puis il est reparti, visiblement secoué. Plus tard, il m'a dit, si tu dois prendre un seul de mes conseils au sérieux, fais que ce soit celui-ci, ne joue jamais avec une planche de Ouija. Je l'ai écouté. Je n'ai jamais touché à une seule de ces planches. Un samedi soir de 1997, chez le papa cool de mon amie Amanda, un groupe très sympa d'amis ados, nous étions 8, jouer à la planche Ouija par groupe de 4, en prenant des tours et en observant, pensant que c'était juste un rite de passage idiot à faire ensemble. On s'amusait énormément, on buvait un peu en cachette et on fumait de l'herbe. Il était tard quand les choses vraiment flippantes ont commencé à se produire. Nous étions tous bien réveillés parce que le jeu prenait des tournants étranges et je me souviens avoir vu 2h22 parce que j'ai regardé l'écran du magnétoscope de la famille de mon ami et il affichait l'heure. C'est à ce moment qu'un des gars, Ryan, le blagueur, a demandé qui dans la pièce serait le premier à mourir et comment. J'étais en train de regarder et de tout voir. Ma main n'était pas sur la planchette. Je me souviens qu'on a tous réagi en mode « Mec, pourquoi ?» La planchette s'est déplacée sur la lettre U et s'est arrêtée. Ryan a ri et a dit « D'accord, comment ?» La planchette a commencé à épeler Carcra et c'est la Camanda, dont c'était la maison, a dit « Bon, c'est fini maintenant » et a allumé les lumières et soufflé les bougies autour d'elle. Ryan était le seul encore assis là, fixant la planche à moitié en riant mais aussi un peu effrayé. Je l'ai vu se figer un moment et j'ai cru que j'étais peut-être trop défoncé, mais non, parce qu'on avait tous arrêté de fumer vers 2h du matin à cause de ces trucs bizarres. C'était une sensation très étrange sur le moment. On est tous sortis et on s'est allongés dans l'herbe d'été et, à un moment donné, certains se sont endormis dehors ou sont rentrés s'effondrer à l'intérieur. Coupe 3 mois plus tard, Ryan meurt dans un accident de voiture près de notre lycée. C'était un samedi soir, il rentrait chez lui avec sa petite amie, elle a survécu, après un film. Il n'a pas vu un semi-remorque dans un virage en sortant d'une petite route pour rejoindre la route principale qui menait en ville. Ça me donne encore des frissons. D'autres choses étranges se sont produites ce soir-là, les bougies ne restaient pas allumées, alors qu'il faisait chaud et calme dans la maison, climatisation coupée et fenêtres ouvertes, mais ce qui nous a le plus marqué, c'est Ryan, et sans doute que ça nous hante encore aujourd'hui. Oui, il était blagueur,
mais le regard absent qu'il avait juste après me fait penser qu'il ne bougeait pas la planchette à ce moment-là. Quand j'étais au lycée, j'avais acheté une planche de Ouija à King Jouet. Oui, ce magasin de jouets pour enfants vendait vraiment des planches de Ouija. Je ne l'ai utilisée que 2 fois en tout. La première fois, c'était la nuit du bal de promo. Mon groupe d'amis était revenu dormir chez moi et on a sorti la planche dans le garage. On posait des questions un peu stupides et l'une d'elles m'a marqué, on a demandé dans quel ordre chacun de nous allait mourir. La planche a répondu et désigné un premier nom. À ma connaissance, cette personne est toujours vivante aujourd'hui. Rien d'étrange ne s'est produit cette nuit-là. La deuxième fois, c'était chez une amie, dans la buanderie. On avait éteint la lumière et on posait des questions dont je ne me souviens plus vraiment. À un moment, on a entendu un énorme bruit venant de l'étage. Sa mère et son petit frère étaient à la maison mais ils étaient tous les deux au rez-de-chaussée. On a couru en haut et on a remarqué qu'une fenêtre de chambre s'était refermée alors qu'elle était ouverte quelques minutes plus tôt. À partir de là, on a décidé d'arrêter. Quelques mois plus tard, un soir où on se retrouvait entre potes pour jouer au kickball sur un terrain de baseball, j'avais mis la planche dans mon coffre de voiture pour la montrer. Quand je suis arrivé et que j'ai ouvert le coffre, elle avait littéralement disparu. Plus aucune trace. Je n'ai aucune idée d'où elle est passée, à ce jour, je ne l'ai jamais revue. Ma mère en a utilisé une quand elle était enfant avec ses amis. Je crois qu'elle a dit quelque chose comme obscurité et à ce moment-là l'électricité s'est coupée et un grand fracas a retenti dans la pièce d'un accent grave côté. Elles ont immédiatement cessé de l'utiliser. La maison appartenait à une fanatique religieuse. Tout ce qu'elle faisait était, pour Dieu, mais mon Dieu qu'elle était mauvaise. Avançons de 20 ans ou plus. Ma mère donne naissance à ma sœur. À l'âge de 10 ans, ma sœur a décrit dans les moindres détails l'intérieur de cette maison, depuis le moment où l'on franchissait la porte d'entrée jusqu'à la dernière pièce à l'étage. Elle a aussi décrit un homme debout derrière un bureau en salopette. Cet homme qu'elle décrivait était l'arrière-grand-père de ma mère, qui passait sa vie derrière un bureau dans cette maison à gérer un service postal, et portait presque toujours des salopettes bleues. Elle a même parlé du lit de repos dans le salon que mon arrière-grand-mère utilisait tout le temps. À 10 ans, elle ne savait même pas ce qu'était un lit de repos ni qu'on pouvait en mettre un dans un salon. Quand nous lui avons demandé comment elle pouvait décrire tout cela alors que nous étions à des centaines de kilomètres de cette maison et qu'elle n'y avait jamais mis les pieds, elle nous a répondu qu'elle en avait rêvé. Pendant 2 ans d'affilée, chaque nuit, elle nous réveillait en pleurs, en pleine panique, parce qu'il y avait, disait-elle, une vieille dame qui se tenait dans le coin de sa chambre et qui lui criait dessus. Elle a aujourd'hui 18 ans et elle jure encore que c'est arrivé. Nous avons fini par accepter que cette « folle » était en réalité l'arrière-grand-mère de ma mère, car la description correspond parfaitement. Ce terrain a toujours été très inquiétant et personne n'aimait y rester seul. Nous avons vécu dans l'une des maisons de ce terrain pendant des années et nous demandions à aller à 2 dans la cave parce que nous sentions qu'on nous observait. La génération avant moi se plaignait aussi de cette cave. Sur ce même terrain, il y avait des chemins de terre qui menaient dans les bois. J'étais un adepte du quat et j'adorais m'y aventurer. Un jour, j'ai pris ce chemin pour aller fumer en cachette et tout le temps où j'y étais je me suis senti tellement mal à l'aise que j'ai juré de ne plus jamais y aller seul. Ma famille vit sur ce terrain depuis des temps immémoriaux et il y a eu de nombreuses histoires et apparitions qui y circulent. Cela a transformé mon grand-père et ma mère dans leur jeunesse, les faisant passer de sceptiques à croyants convaincus du paranormal. Je n'ai aucune intention d'y retourner un jour. Je suis parti très loin d'une simple question sur la Ouija mais je trouvais l'histoire bien plus intéressante que de ne raconter que la première phrase. J'étais adolescent, je vivais dans une zone rurale d'Australie du Sud, et ma mère s'intéressait beaucoup aux planches de Ouija. On en a fait 2 séances, toujours avec une de ses amies. La première fois, c'est soi-disant mon grand-père, mort environ 6 ans plus tôt, qui est venu nous parler.
Le message qu'il a donné était en gros qu'il lui pardonnait de s'être souvent énervé contre lui quand il faisait des erreurs au volant, à l'époque où elle était dans la voiture avec lui. Ma mère a été bouleversée par cette phrase, parce que ça correspondait à quelque chose de très intime, qu'elle n'avait jamais vraiment partagé. La deuxième séance a pris une tournure beaucoup plus dérangeante. Une entité est apparue et a affirmé qu'il y avait des bébés enterrés dans notre jardin, précisément sous l'endroit où ma mère cultivait ses rosiers. C'était tellement absurde et terrifiant à la fois qu'on en est resté figé. On n'a évidemment jamais creusé pour vérifier, mais ma mère a décidé de faire des recherches auprès de la mairie. Et là, elle a appris que notre maison avait été, dans la première moitié du XXe siècle et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'hôpital du district. On y avait enregistré des naissances, ce qui laissait effectivement la possibilité que des bébés mort-nés aient été enterrés sur le terrain. Pour être clair, je n'ai jamais rien vécu de paranormal dans cette maison. Et, personnellement, je ne crois pas que les planches de Ouija soient un vrai contact avec l'au-delà. Pour moi, la première séance ressemblait plutôt à une expérience cathartique, liée à l'inconscient de ma mère et au micro-mouvement inconscient de nos mains. Mais la deuxième, je n'ai toujours aucune explication. J'ai eu des pensées suicidaires toute ma vie et chaque fois que j'ai demandé à une planche comment j'allais mourir, elle m'a répondu, par suicide. Ce n'est pas tellement effrayant mais c'est quand même très glauque. Je n'ai jamais joué seul et mes amis connaissent mon état, donc peut-être qu'ils étaient tout simplement en train de se moquer de moi chaque fois. Je ne sais pas. C'est devenu une sorte de blague récurrente. Mais l'interaction la plus effrayante, pas la chose dite mais ce qui s'est passé, a eu lieu quand je jouais avec deux amis dans la chambre d'une amie. Elle vivait des choses très inquiétantes dans cette pièce. Elle est sensible, moi aussi, et elle affirmait qu'un esprit masculin malveillant l'attaquait chaque nuit. Nous avons tout de suite su que nous parlions à cet esprit dès que nous avons commencé à jouer parce qu'il était si menaçant. Bien sûr, ça pouvait aussi être un effet psychologique vu ce qu'elle nous avait raconté, et agressif. Il ne répondait à aucune de nos questions et bougeait juste dans tous les sens. Puis soudain j'ai commencé à me sentir très mal. J'ai un passé de crise de panique mais je n'en avais pas eu depuis longtemps et jamais en jouant avec une planche. Tout à coup j'ai senti une crise arriver, picotement dans tout le corps, sueurs abondantes, cœur qui bat très fort. J'ai dit à voix haute, il faut qu'on sorte, j'ai besoin d'aller dehors, et la planche a immédiatement indiqué non, c'était la première fois qu'elle répondait clairement. Mes amis ont essayé de dire au revoir pour qu'on puisse fermer et sortir mais elle revenait sans cesse sur non. Finalement mon amie, celle de la chambre qui disait être attaquée par cet esprit, a réussi à la faire dire au revoir et nous sommes sortis. Je me suis senti immédiatement mieux une fois dehors. Normalement avec une crise de panique je dois prendre un médicament pour me calmer mais cette fois tout s'est dissipé miraculeusement dès que j'ai quitté la pièce. Plus tard dans la journée, en quittant sa maison, quelque chose m'a poussé alors que je descendais les escaliers. Heureusement je suis tombé sur les fesses et j'ai juste glissé maladroitement sans me blesser. Une autre chose un peu effrayante qu'un esprit a dite c'était en parlant à une petite fille. C'était plus triste qu'effrayant. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas nous voir, qu'elle ne voyait que l'obscurité autour d'elle et qu'elle ne pouvait que nous entendre. Elle ne se souvenait de rien de sa vie ni de sa mort, seulement de son chien. C'était très triste et j'y pense encore. C'était à la fin de l'été 2011. J'avais 15 ans et je vivais dans un pays de l'Union européenne. Avec un ami, nous avions décidé de tenter une séance de spiritisme. J'avais dessiné moi-même une planche sur une grande feuille de papier. Nous avions allumé quelques bougies et je m'étais concentré dans un état méditatif, persuadé d'être le canal de l'expérience. Comme support, nous utilisions un petit verre à shooter renversé. Nous étions assis sur le sol de ma chambre, la planche posée sur un caisson de basse qui servait de table improvisée. Nos doigts reposaient à peine sur le verre, chacun de notre côté. Nous avions même essayé, par curiosité, de le pousser volontairement. Le résultat avait été maladroit et bancal. Mais quand le verre s'était mis à bouger par lui-même, la trajectoire avait été nette, assurée, comme guidée par une main invisible. La séance avait commencé de manière banale. Un certain Lars,
mort en 1947, s'était présenté. Rien ne le reliait à notre immeuble, et l'échange avait été bref, presque fade. Mais ensuite, une nouvelle entité s'était manifestée. Elle affirmait venir de la 8e dimension. Elle avait donné un nom étrange, puis indiqué un âge dépassant les 400 000 ans. Les réponses se succédaient avec rapidité et clarté, parfois trop vite pour que nous puissions noter. L'expérience devenait fascinante, presque hypnotique. À un moment, la promesse d'un signe visuel avait surgi. Je ne voulais pas de manifestation dans ma chambre, alors la demande avait été précisée pour l'extérieur. Après quelques minutes d'attente, le moment avait semblé opportun pour sortir sur le balcon. Dehors, l'aube se levait sur un ciel pâle. Les lampadaires étaient éteints, la rue encore silencieuse. Depuis le 2e étage, on voyait le parking et une petite remise. Un chat noir s'était assis derrière le cabanon, fixant quelque chose que nous ne pouvions pas distinguer. Puis, sans prévenir, une sphère de lumière était apparue à environ 2 mètres du sol. De la taille d'un ballon de basket, elle brillait d'un éclat pur, presque irréel. Elle n'éclairait rien autour d'elle, comme si sa lumière n'appartenait pas à ce monde. Elle avait décrit un mouvement bref et précis, puis s'était éteinte aussitôt. La stupéfaction nous avait cloués sur place. Quelques secondes plus tard, l'orbe était réapparu, cette fois de l'autre côté, effectuant un trajet plus long avant de disparaître pour de bon. Nous étions restés immobiles pendant une dizaine de minutes, submergés par un sentiment d'émerveillement. De retour à l'intérieur, la séance avait confirmé que cette sphère était bien le signe annoncé. Rien d'effrayant dans cette expérience, seulement une impression de mystère et de beauté. Ce fut l'unique fois où j'assistais à un phénomène de ce genre. La dernière séance que je fis remonte à 2014, et je n'ai plus jamais revu une lumière semblable depuis. On te dit toujours de ne jamais le faire seul. Eh bien moi je l'ai fait, parce que c'était le seul moyen d'être sûr que personne ne bougeait la pièce, j'utilisais une feuille et une pièce au lieu d'une vraie planche et d'une planchette. J'ai parlé à quelqu'un, un homme, qui disait être mort. Je lui ai demandé pourquoi il était encore là et il a répondu voiture. Il m'a donné un numéro de plaque, le prénom de sa femme, un numéro de téléphone local. Je me suis dit que tout ça a été tellement banal, sérieusement. Et là, ça a commencé à devenir plus fort, j'ai senti la pièce tirer légèrement et devenir chaude. Avant ça je n'étais même pas sûr que ce n'était pas moi qui la bougeais. Je lui ai demandé où il se trouvait, ça a éplé, infié, puis est allé vers no, infierno signifie enfer en espagnol. Ce détail du nom pour couper dans l'orthographe m'a intrigué. J'ai commencé à dire au revoir et il n'a pas répondu, il a juste cessé de bouger. Il n'a plus rien répondu à ce que je demandais, donc j'espère qu'il est parti, mais je n'ai pas aimé ne pas avoir de certitude. J'ai gardé le papier pendant des années dans un livre au hasard, sans savoir si le brûler ou le jeter était une bonne idée. Bien sûr j'ai appelé le numéro et demandé la femme, on m'a dit qu'elle n'était pas là. J'ai demandé, mais elle habite bien là. Évidemment, dans notre pays on est très méfiant pour donner des infos au téléphone, donc j'ai eu la réponse typique, « Qui êtes-vous ? Pourquoi appelez-vous » J'ai raccroché en rigolant. Donc je ne sais pas si tout ça était vrai. Je ne l'ai jamais refait et je n'ai jamais eu quoi que ce soit d'étrange après. Mes amis et moi avons passé la nuit dans une auberge de jeunesse à Ottawa qui était autrefois une prison. L'endroit avait conservé ses longs couloirs étroits, ses portes de cellules massives et cette atmosphère lourde qui semblait suinter des murs. Dans un coin, à l'extérieur des cellules, se trouvait une vieille cage où l'on exécutait les prisonniers. À l'époque, les habitants de la ville pouvaient se masser dans la cour pour assister aux pendaisons. Rien qu'en la regardant, on avait la sensation qu'elle conservait encore les cris et les regards des condamnés. Nous avons posé notre planche de Ouija juste devant cette cage. Nous étions assis en cercle, les mains posées sur le curseur, le silence autour de nous semblait nous envelopper. Pourtant, rien ne se produisit pendant la séance. Pas un mouvement, pas une réponse. Nous avons fini par rire nerveusement et ranger le tout avant de rejoindre nos lits.
Dans le dortoir plongé dans la pénombre, nous avons essayé de dormir. Je commençais à sombrer dans un demi-sommeil quand, sans prévenir, quelque chose projeta le curseur de la planche en plein sur mon visage. Je me redressai d'un coup, le cœur battant, persuadé que mes amis me faisaient une blague. Mais chacun était dans son lit, figé, les yeux grands ouverts. La nuit continua dans cette tension étrange. Mes amis se réveillaient à tour de rôle, jurant entendre des pas précipités qui partaient de la porte et traversaient la pièce jusqu'à nos lits, comme si quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité sans jamais se montrer. À chaque bruit, nous retenions notre souffle, incapables de prononcer un mot. L'auberge était silencieuse mais la sensation d'une présence invisible ne nous quitta plus jusqu'à l'aube. La première et unique fois où j'en ai utilisé une, j'étais adolescente et je jouais avec une amie sur le porche arrière. Je ne connaissais pratiquement personne qui était mort, sauf qu'en me souvenant d'une vieille photo accrochée au mur, je me rappelais d'une grand-tante appelée Nil. Ce nom m'était resté parce qu'il sonnait comme un prénom masculin. J'ai donc essayé de parler à grand-tante Nil, mais quand je me suis adressé à elle, j'ai dit, sans hésitation ni contrôle, « Tante Connie ». J'ai trouvé ça bizarre, je n'avais pas de tante Connie. J'ai réessayé en disant « J'essaie de parler à ». Et dans ma tête je pensais Nil. Mais ce qui est sorti de ma bouche c'est « Tante Connie ». C'était une réponse involontaire. Très étrange, mais on a continué à jouer. Quand ma mère est rentrée de ses courses, elle m'a demandé comment notre jeu se passait. Je lui ai répondu « Ça va », sauf que j'ai essayé de parler à grand-tante Nil mais je disais tout le temps Connie. C'est trop bizarre parce que je n'ai pas de tante Connie. Je me souviens encore de l'expression de ma mère à ce moment-là. En réalité, j'avais bel et bien une tante Connie. C'était un bébé mort du syndrome de mort subite du nourrisson des décennies avant ma naissance. Ma mère avait même failli me donner son prénom. À partir de là, j'ai eu des expériences paranormales extrêmes qui continuent encore aujourd'hui. Je pense que ça a ouvert une porte que je n'ai jamais pu refermer. Petite précision, les choses les plus effrayantes me sont arrivées quand j'étais une ado de 15 à 18 ans, pleine d'émotions. Cela semblait vraiment chargé, mon environnement et beaucoup de phénomènes effrayants se sont produits. J'ai vu des silhouettes, entendu mon prénom murmurer à mon oreille la nuit à plusieurs reprises, entendu des pas tous les jours, et entendu une voix imiter celle de mon père et marcher dans la cuisine. Cet épisode m'a convaincu qu'on avait été cambriolé et je suis resté dehors jusqu'à ce que mon petit ami vienne me chercher. Bien sûr, il n'y avait personne. Des années plus tard, mon frère est revenu vivre dans la maison familiale après l'université et a confirmé qu'il avait aussi entendu une voix imiter notre père et se déplacer dans la cuisine. Il n'en avait jamais parlé spontanément, j'ai dû le lui tirer lors d'un dîner. Nous avons donc vécu cela chacun de notre côté sans le savoir. À la fac, j'ai vu une fille debout au-dessus du lit de ma colocataire en pleine nuit. Le lendemain matin je lui ai demandé « Et, c'était qui ?» et elle m'a répondu « Oh non, pas ça ». On en parle encore aujourd'hui. On vivait dans un couloir de sororité donc sur le moment j'ai cru à une étudiante. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je ne la reconnaissais pas et que je n'avais pas vu ses jambes. L'autre chose la plus bizarre à la fac, c'est que quelqu'un venait se coucher à côté de moi. On ne me touchait pas, mais le matelas s'enfonçait sous un poids invisible. Ça m'a vraiment glacé. N'utilisez jamais de planche de Ouija. Je me sens presque stupide de le dire parce que je sais comment cela peut sonner, mais la première semaine de ma vie étudiante, je suis tombé par hasard dans une chambre de dortoir où des étudiants en utilisaient une. Ma mère avait vécu une expérience étrange et terrifiante quand elle était jeune et m'avait toujours mis en garde contre ce genre de choses. Alors, quand on m'a proposé de participer, j'ai répondu poliment non merci, je préfère observer. Le curseur se mit à bouger d'une manière impossible à simuler. Il glissait si vite et de façon si erratique qu'aucune main ne pouvait le diriger ainsi. Cela ressemblait à une force magnétique invisible sous la planche qui l'entraînait dans tous les sens, pendant que chacun essayait de maintenir ses doigts sur les bords sans perdre le contact. L'ambiance changea instantanément. L'air dans la pièce semblait devenir lourd, comme chargé.
Quand ils firent une pause, on se mit à discuter pour détendre l'atmosphère. L'une des filles demanda à la planche qui, dans la pièce, était en contact avec les esprits. Le curseur se remit à bouger et énonça plusieurs prénoms. Puis il composa mon surnom, celui que je n'utilise qu'au sein de ma famille. Il me fallut un instant pour comprendre que c'était bien moi. Tout le monde se tourna vers moi, déconcerté. Une des filles demanda d'une voix hésitante qui était cette personne. À ce moment-là, j'ai crié sans pouvoir me retenir, submergé par la panique. Nous avons fini par rire nerveusement, mais c'était un rire fragile, comme un réflexe pour cacher notre malaise. La session s'est arrêtée là. Pourtant, j'ai eu la certitude que quelque chose avait senti ma peur et avait choisi de s'en servir. Après cette soirée, je n'ai plus jamais revu ces étudiantes. Tout ce que je sais, c'est qu'à la mi-semestre, elles avaient quitté cette chambre sans explication. J'en ai trouvé une très vieille, qui appartenait à mon père quand il était enfant, dans des vieilleries qui traînaient dans notre garage. Je lui ai demandé si je pouvais la garder et il a accepté. Le week-end je restais chez ma mère, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, et ma mère comme moi avions déjà vécu des choses étranges dans sa maison. Alors quand j'ai eu la planche, j'ai dit à mes amis qu'on devrait l'essayer chez ma mère, le soir d'Halloween. Nous avons emmené la planche mais sans rien dire à ma mère, parce qu'elle se serait mise en colère. Quand on a joué, il ne s'est rien passé et on se reprochait mutuellement de la bouger. Ma mère est entrée dans la pièce, nous a surpris et a explosé de rage. Elle criait pour qu'on fasse sortir cette saleté de sa maison et elle était très sérieuse. Du coup, je l'ai donnée à mon petit ami de l'époque et c'était fini. Mais je jure qu'après cette nuit, toutes sortes de phénomènes paranormaux se sont produits dans cette maison. Je me réveillais en pleine nuit en entendant la télévision de ma mère hurler et je pensais qu'elle s'était endormie devant. J'allais l'éteindre, mais elle n'était même pas allumée. Ça arrivait souvent. Elle avait aussi une petite lampe ancienne qui s'allumait au toucher et changeait de niveau de lumière. Elle s'allumait ou s'éteignait toute seule. Une autre fois, ma mère était partie faire des courses vers 18h, en hiver, donc il faisait déjà presque nuit. J'étais dans la cuisine avec une amie qui restait parfois le week-end. Je ne me souviens plus de la conversation mais elle m'a demandé quelque chose comme « Mais tu n'as pas peur qu'ils t'entendent ?» J'ai répondu « Quoi, le fantôme ?» Non, à force tu t'y habitues. À peine avais-je fini ma phrase que les lumières se sont éteintes, rallumées, éteintes puis rallumées encore. Pas une seule fois, mais 2 fois de suite. Nous avons hurlé et attendu ma mère sur le porche. Il y a eu énormément d'expériences dans cette maison mais je vais en raconter une dernière. Une nuit, je me suis encore réveillé en pensant que la télé de ma mère était allumée. Comme d'habitude je suis allé l'éteindre mais elle ne l'était pas. Je suis donc allé aux toilettes. En face des WC, il y avait la baignoire. En levant les yeux j'ai vu une sorte de miroitement à côté de la baignoire, pas dedans mais juste à côté. Ça ressemblait à ces vagues de chaleur qu'on voit au loin quand il fait très chaud. J'ai tendu la main et l'air y était brûlant mais uniquement à cet endroit précis. J'ai alors réentendu la télévision et j'ai couru au salon où je dormais sur le canapé. En arrivant j'ai vu sur l'horloge digitale qu'il était 3h04. Tout ça s'était donc produit pile autour de 3h du matin. Je n'ai prié aussi fort que cette nuit-là qu'à 2 ou 3 reprises dans toute ma vie. J'ai une histoire terrifiante à propos d'une planche de Ouija. Je l'avais trouvée dans une maison abandonnée, un détail qui à l'époque me paraissait presque anodin. Avec mes amis, adolescents, nous l'avions emportée dans un cimetière du coin pour nous amuser. Nous posions les questions habituelles, riant à moitié pour masquer notre nervosité. Puis, au bout d'un moment, le curseur se mit à tourner sur lui-même de plus en plus vite. Il glissait en cercle, tellement rapidement que nous nous regardions tous en cherchant qui essayait de faire peur aux autres. Mais au fond, je savais que personne ne le faisait bouger. Nous avons fini par être trop effrayés et nous sommes partis en laissant tout sur place. À ce moment-là, nous pensions que l'histoire s'arrêterait là. Mais ce n'était pas la partie la plus inquiétante. Des années plus tard, je vivais dans une autre région de l'État,
dans une maison qui me mettait constamment mal à l'aise. J'avais sans cesse cette impression d'être observé, de ne jamais être vraiment seul, même dans le silence. Un soir, des invités étaient chez moi. Nous buvions et l'ambiance était légère. Je racontais l'épisode du cimetière et, sur un coup de tête, je sortis la planche de Ouija que j'avais gardée. Nous décidâmes de jouer, juste pour rire. Aucun de ces invités n'était présent la première fois. Nous posâmes la question, « Qui es-tu » ? Pendant quelques secondes, rien. Puis le curseur commença à glisser, traçant des lettres que nous répétions à voix haute en essayant d'y trouver un sens. Cela ressemblait d'abord à un mélange de sons incompréhensibles. Puis il forma un C, puis un E. À mesure que les lettres s'alignaient, mon estomac se serra. Quand nous sommes arrivés au R, je compris ce que cela écrivait, cimetière. La pièce devint soudain très silencieuse. Mes invités se regardaient, perplexes. Je sentais mes mains trembler sur le bois froid du curseur. L'impression d'être observé, ce malaise constant dans la maison, tout prenait un autre sens. La planche que j'avais prise des années plus tôt semblait avoir conservé quelque chose de ce lieu. Et cette chose venait, ce soir-là, de nous le rappeler. Il y a plus de 10 ans, j'étais dans un très mauvais état mental. Je crois fermement à l'occulte et à l'existence d'une puissance supérieure, des fantômes et du surnaturel. À l'époque, j'avais collectionné plusieurs planches Ouija et j'étais vraiment passionné par l'idée de parler aux morts. Après plusieurs mois à me sentir comme un médium, j'ai commencé à me sentir différent. J'avais des pensées horribles, totalement étrangères à ma personnalité. Des pensées de suicide, de viol, de meurtre et de torture, pour n'en citer que certaines des plus légères. C'était devenu si grave que mes mains saignaient parce que je n'arrêtais pas de les laver. La culpabilité que je ressentais à cause de ces pensées me dévorait et je croyais devenir fou. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que j'en parle à ma mère. Je lui ai tout raconté et elle m'a dit qu'il fallait voir un médecin. J'ai commencé à faire des recherches sur les TOC et leurs effets. Une semaine après avoir tout confié à ma mère, je suis allé voir notre médecin de famille. À 16 ans, j'étais terrifié à l'idée d'être atteint d'une maladie mentale. J'ai nerveusement tout expliqué au médecin et il m'a prescrit du Prozac et recommandé de consulter un psychiatre. Je suis rentré avec l'ordonnance et les papiers, pensif. J'ai raconté à ma mère ce qu'il avait dit et j'ai commencé à envisager ma route vers la guérison. Quelques jours plus tard, en faisant des recherches sur les planches Ouija pour me changer les idées, je suis tombé sur un article parlant de « l'oppression démoniaque ». Ça m'a frappé de plein fouet. C'était exactement ce que je vivais. Mes symptômes correspondaient à tout ce que décrivait l'article. En gros, ce n'est pas la possession, mais l'idée qu'un démon rôde autour de toi pour t'abattre autant que possible, ce qui peut finir par mener à une possession. Et la cause la plus courante citait ? Jouer avec des planches Ouija. J'ai alors cherché comment me débarrasser de cette oppression supposée. Il fallait se débarrasser de ces planches et s'assurer de le faire correctement. J'ai commencé à les casser en morceaux en veillant à ce que les morceaux ne se touchent pas lors du dépôt et à séparer les planchettes. J'ai tout mis dans des sacs séparés et ça a attendu un jour ou deux dans la poubelle. Le jour des ordures arrive et j'entends le camion dans la rue. Zut! J'avais oublié de jeter la litière du chat, je descends donc en vitesse et me dirige vers la porte d'entrée. Mon père m'arrête en bas de l'escalier et se moque de moi parce que je dois jeter la litière. Je l'ignore, je ne le regarde même pas, il m'agace et rit de moi. Je passe devant lui et je jette la litière dans la poubelle en voyant les sacs de planches Ouija partir dans le camion à ordures. Quand je rentre dans la maison, c'est silencieux. J'appelle mon père, personne ne répond. 15 secondes plus tard, ma mère rentre du travail. Elle me dit bonjour et je lui demande où est mon père. Elle me répond qu'il n'est pas encore rentré, qu'il devait passer à l'épicerie. Je lui dis qu'il a dû oublier de s'arrêter en route parce que je viens de lui parler en personne il y a 2 minutes. Elle me dit que c'est impossible parce qu'elle était au téléphone avec lui à ce moment-là. Je cours vers le téléphone et l'appelle. Il est toujours à l'épicerie, totalement confus par ce que je raconte. Je raccroche sous le choc.
Personne d'autre n'était à la maison et ce que j'avais vu ressemblait et sonnait exactement comme mon père. Je sais que c'était le dernier tour de cette chose qui adorait me faire sentir comme le papier toilette du diable. Après l'enlèvement des planches, tous mes symptômes ont disparu. Littéralement du jour au lendemain. J'ai peur d'imaginer ce que j'aurais vu si j'avais croisé le regard de mon père, ce jour-là. Un ami à moi avait acheté une maison. Après son installation, en explorant le sous-sol, il découvrit une planche de Ouija posée sur une étagère poussiéreuse. Sans y accorder la moindre importance, il la jeta. Pas parce qu'elle l'effrayait, mais simplement parce qu'il n'en voyait pas l'utilité. Il était convaincu, du genre à se moquer de toute idée de surnaturel. Quelques semaines plus tard, il descendit à nouveau au sous-sol pour chercher un objet. Et là, sur la même étagère où il l'avait trouvée la première fois, la planche de Ouija était de retour. Identique, comme si elle n'avait jamais quitté sa place. Il m'a raconté cette histoire avec un air détaché, presque amusé, avant de conclure d'un ton rationnel. Il doit bien y avoir une explication. Mais en l'écoutant, je voyais bien la petite hésitation dans sa voix. Il voulait se convaincre lui-même autant qu'il voulait me convaincre. Ok, mon pote. Peut-être qu'il y a une explication. Ou peut-être que cette maison avait décidé que cette planche faisait désormais partie d'elle et qu'aucun carton poubelle n'y changerait rien. J'y ai joué il y a quelques années. Je jouais chaque soir pendant une semaine ou plus avec mes deux amis. Au début j'étais sceptique et je gardais à l'esprit la possibilité que l'une d'elles puisse bouger l'anneau. Mais chaque fois que nous jouions, les choses devenaient si crédibles que nous sommes devenus accros aux frissons. Voici quelques-unes des expériences qui m'ont fait croire que cela fonctionnait vraiment et que nous étions en contact direct avec un esprit. Pendant une partie, nous avons entendu un bruit d'homme qui toussait venant de la cuisine. C'était fort et clair et nous l'avons toutes les trois entendu alors que nous étions seuls à la maison. Une fois, nous avons demandé à l'esprit de nous donner son nom et il a appelé Belzebub. C'était la première fois que nous voyions ou entendions ce nom. Nous sommes arabes et nous ne connaissons pas la Bible ni les démons qu'elle mentionne. Nous avons été très choqués après avoir cherché ce nom. La pire expérience est arrivée quand l'une des deux filles s'est sentie fatiguée après 3 ou 4 parties et a décidé de s'allonger sur le canapé à côté de nous. Elle s'est rapidement endormie. Moi et l'autre fille avons continué à jouer. À un moment, tout ce qui s'affichait sur le plateau était le nom de la fille endormie. Nous avons ignoré cela et changé de question mais cela continuait. Nous avons demandé à l'esprit ce qu'il voulait d'elle et il a éplé saigné. Nous avons demandé où et il a épléné. La fille s'est aussitôt réveillée en sursaut en croyant avoir une hémorragie nasale car son nez était très froid, mais il n'y avait rien. Le frisson n'en vaut pas la peine. Le lendemain matin, des dizaines d'insectes volaient au-dessus de l'endroit où se trouvait le plateau. L'électricité est tombée en panne pendant plusieurs jours sans qu'on en comprenne la raison. Nous avons déménagé le mois suivant. J'ai vécu une expérience étrange avec une planche de Ouija quand j'avais 16 ans. Mes amis et moi étions rassemblés un soir, un peu nerveux mais surtout curieux, quand une présence s'est manifestée. Elle affirmait vouloir nous parler. L'esprit se présenta comme un homme et se mit à raconter son histoire. Selon lui, tout le monde pensait qu'il s'était suicidé, mais en réalité, il avait été assassiné par sa propre femme. Nous nous regardions en silence, les mains crispées sur le curseur, incapables d'arrêter le jeu. Puis il nous donna une adresse précise, un lieu où il affirmait que l'arme du crime se trouvait encore. Nous étions terrifiés. Personne n'eut le courage d'aller vérifier. La séance s'arrêta brutalement, chacun essayant de rire, mais sans grande conviction. Quelques jours plus tard, j'en parlais à une amie. Pendant que je lui racontais, je vis son visage changer. Elle resta figée, les yeux grands ouverts. Cet homme, dit-elle, était son oncle. Et l'adresse qu'il nous avait donnée n'était pas inventée, c'était bien celle de l'entreprise familiale. À partir de là, je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Cette nuit-là,
l'expérience avait cessé d'être un simple jeu. Quand j'avais environ 12 ans, un groupe d'enfants du quartier et moi avons filé en douce pour aller au cimetière de notre petite ville. On avait bricolé une planche de Ouija maison et on avait choisi une tombe pour tenter de convoquer un esprit. Je me souviens encore du nom gravé sur la pierre, Amie Constance Tosier. Au début, on essayait de rester sérieux. Quand la planche improvisée s'est mise à bouger et à épeler des lettres, on a gardé notre calme, comme si tout cela était encore un jeu. Puis, d'un coup, 3 d'entre nous ont senti quelque chose sur leur dos. La sensation était glaciale et précise, comme une main osseuse aux ongles pointus qui effleurait nos vêtements. Là, plus aucun de nous n'a tenu bon. On a tout laissé sur place et on a couru à perdre haleine jusqu'à la maison, sans même se retourner. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi on a cru que c'était une bonne idée. Ce moment reste gravé en moi comme l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Mon expérience avec une planche de Ouija est plutôt étrange. J'avais environ 13 ans quand mes 2 grands frères en ont acheté une pour l'utiliser avec leurs amis. Nous posions des questions sur notre avenir, comme ce que nous allions devenir ou si nous serions riches. La planche m'avait annoncé que je serais riche, faux, et prêtre, faux encore. Ironie du sort, je suis aujourd'hui athée convaincu, l'idée de religion me paraît absolument insupportable. Mon frère aîné, lui, a posé une question bien différente. Qui allait gagner le Super Bowl cette année-là? Les équipes n'étaient même pas encore connues, rien n'était décidé. Pourtant, la planche lui donna un nom précis. Il a utilisé cette information pour parier et gagner de l'argent sur d'autres personnes. À la surprise générale, l'équipe désignée a effectivement atteint le Super Bowl et a gagné. Ce même frère est aujourd'hui celui qui a sombré dans une forte addiction. Il jure qu'un démon le suit et le hante depuis des années. Cette histoire est restée gravée dans ma mémoire. La planche de Ouija m'a appris qu'elle peut dire la vérité comme le mensonge, qu'elle peut se montrer inoffensive ou se glisser dans des zones qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que je n'ai jamais repris ce genre de jeu. J'ai utilisé une planche de Ouija une seule fois avec des amis, j'avais 12 ans. Résultat désastreux. Pendant que j'étais à l'hôpital, la planche fut prêtée à un autre garçon du quartier. Les 5 enfants de sa famille passèrent la soirée à jouer avec. Cette nuit-là, leur maison prit feu. Les enfants purent s'enfuir, mais les parents ne survécurent pas. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que ce n'était qu'un drame malheureux parmi d'autres. Mais j'ai grandi dans un quartier construit sur les terrains d'un ancien hospice et d'un cimetière du comté. Quand j'y repense, je me demande si cela n'avait pas amplifié ce que cette planche transportait avec elle. Libre à vous d'essayer, mais bonne chance. Nous étions 5, encore au lycée, dans le sous-sol d'une des filles du groupe. C'était un espace immense avec un atelier, un salon, une salle de bain et quelques chambres. L'une d'elles avait amené une planche de Ouija en rigolant, comme une blague. Nous avons posé nos doigts sur le petit curseur et posé quelques questions. Il bougeait vraiment, mais sans former de mots clairs. La porte donnant sur l'arrière-cour était massive et équipée de 3 verrous, celui de la poignée et 2 verrous supplémentaires parce que c'était un quartier riche et que son père avait voulu sécuriser encore plus la maison. Nous savions que ces 3 verrous étaient fermés parce que nous venions juste de rentrer et de les verrouiller après avoir fumé un peu dehors. Nous avons demandé à la planche si des esprits pouvaient nous faire signe. La porte verrouillée s'est alors ouverte d'un coup, si violemment qu'elle a frappé le mur et laissé une marque de la poignée. Toutes les lumières se sont mises à clignoter et la télévision s'est éteinte d'un seul coup. Une porte avec 3 verrous, qui s'ouvre d'elle-même. Il pleuvait un peu dehors, un simple orage d'été. Rien d'exceptionnel. Mais à ce moment-là, ça ne nous a pas rassurés. Nous avons rangé la planche en vitesse, refermé et reverrouillé la porte, puis nous avons tous dormi dans le salon, côte à côte, avec toutes les lumières allumées. J'ai grandi dans une famille baptiste, j'ai toujours cru aux esprits et aux forces mauvaises.
Cette nuit-là m'a glacé d'effroi et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Cela fait maintenant 6 ans et je me souviens encore parfaitement du bruit de la porte, des lumières qui vacillaient et surtout de la peur qui m'a saisi ce soir-là. J'étais assis seul dans ma chambre, à minuit. Ma mère avait déjà vécu des phénomènes qu'elle qualifiait de fantômes, mais moi je n'y avais jamais cru. Un soir, en plaisantant à moitié, je lui ai dit que j'aimerais vivre quelque chose comme elle, même si je savais que je serais probablement effrayé. Elle m'avait juste répondu qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait. J'avais ri et j'étais passé à autre chose. Environ 3 semaines plus tard, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin. L'ambiance dans la maison était lourde et j'avais cette impression étrange de ne plus être seul, sans raison apparente. Je me répétais que j'imaginais tout, que c'était la fatigue. Je suis sorti de ma chambre pour brancher mon téléphone. Juste au-dessus du câble de recharge, il y avait une petite lampe alimentée par des piles. Quelques minutes plus tard, la lumière s'est allumée d'elle-même. 3 secondes plus tard, elle s'est éteinte. Mon cœur s'est emballé, car je savais pertinemment qu'il n'y avait plus de piles depuis des mois. Le lendemain, j'ai essayé de reproduire l'événement, en passant la main devant les capteurs, en bougeant la lampe, en la secouant. Elle ne s'est jamais rallumée. Depuis ce soir-là, je repense à ce que ma mère m'avait dit. Peut-être qu'on attire parfois plus qu'on ne le croit. Ma mère et ma tante ont utilisé une planche de Ouija après la mort de leur père. Ils s'étaient remariés, mais avaient promis à ses filles de leur laisser quelques biens dans son testament, y compris de l'argent. Sa seconde épouse était l'exécutrice testamentaire et affirmait qu'il ne leur avait rien laissé. Je ne me souviens plus exactement de ses propos. Ma mère et sa sœur avaient fini par se dire que peut-être il n'y avait effectivement rien à recevoir, comme le prétendait la seconde épouse. Mais ma tante traversait une période financièrement difficile et elles avaient aussi le sentiment qu'il était possible que cette femme leur cache des informations. Elles ont décidé de tenter de contacter leur père par la planche. Elles lui ont demandé s'il avait bien laissé de l'argent pour elle dans son testament. Le curseur a épelé l'acronyme de 3 lettres d'une banque, puis une série de chiffres. Intriguées et un peu tremblantes, elles ont noté chaque détail. En vérifiant par la suite, elles ont découvert que leur père possédait bel et bien un compte dans cette banque, et que le numéro correspondait à celui que la planche avait indiqué. Cet argent leur était destiné, comme il l'avait promis. Cette histoire m'a glacé. Les détails étaient une surprise totale pour ma mère et ma tante, elles ne pouvaient pas les inventer. Je ne comprends toujours pas comment elles ont pu obtenir ces informations de nulle part. Mon frère a 7 ans de plus que moi et l'histoire se passe ainsi. À la fin des années 70, mes parents louaient une maison appartenant à la tante et à l'oncle de ma mère. Cette tante s'était suicidée au début des années 60, dans la chambre du fond à l'étage. Peu après la naissance de mon frère, mes parents décidèrent d'utiliser une planche de Ouija pour tenter de la contacter. Ils posèrent plusieurs questions, au début plutôt prudentes. Puis, au fil de la séance, une question provoqua une réponse inattendue, le curseur épela lentement, bouge Jay. Le prénom de mon frère est Jason, mais on l'a toujours appelé Jay. Inquiets, mes parents déplacèrent son berceau dans leur chambre. Quelques jours plus tard, une tempête violente frappa la ville. Une branche énorme se détacha d'un arbre et s'écrasa à travers la fenêtre de la chambre où dormait habituellement mon frère. Elle tomba exactement à l'endroit où se trouvait son berceau auparavant. Cet avertissement les avait peut-être sauvés. Depuis, cette histoire est devenue une légende familiale que personne n'oublie. J'avais environ 12 ans quand un groupe d'amis et moi avons décidé d'essayer une planche de Ouija. On ne tirait rien de la planche, et personne ne prenait vraiment l'expérience au sérieux. Alors, par ignorance et par la bravade d'un gamin de 12 ans, j'ai lâché en rigolant, « Bon, si ce truc est vraiment réel, dis-moi ce qui va m'arriver ce soir. » Sans prévenir, la planche m'a répondu de manière concise que j'allais être percuté par une camionnette verte.
J'ai levé les yeux au ciel en disant que c'était du n'importe quoi et j'ai essayé d'en rire. La planche est redevenue muette. On a fini la séance, dit au revoir et rangé le tout. Il était près de 21h30 et j'ai dit à mes amis qu'il fallait que je rentre avant que mon père ne se fâche. Je commence alors le trajet des 4 pâtés de maisons qui me séparaient de chez moi. Le chemin traverse un grand parc avec vue dégagée sur la route adjacente. C'était calme, pas une voiture en vue. J'allais traverser pour rejoindre la petite ruelle qui mène directement à ma maison. Et je te jure sur tout ce que j'ai, une camionnette verte est sortie de nulle part et m'a percuté. Pas renversée complètement, mais assez pour me donner un sale coup à la hanche. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle m'a touché et affilé. C'est l'un des trucs les plus bizarres qui me soit arrivé. Après le lycée, 4 amis m'ont convaincu d'essayer la planche de Ouija. On a tout fait sans trop réfléchir et, sur le moment, on riait encore. Mais ce qui a suivi m'a glacé d'un coup. Le soir même, je devais aller acheter un peu d'herbe à mon fournisseur habituel. Juste avant d'arriver chez lui, il m'appelle pour me dire que sa mère, une femme qu'il décrit comme une sorcière un peu folle et avec qui il ne parle jamais, l'avait contacté de nulle part. Elle lui avait expressément dit de ne pas me laisser entrer, en prononçant mon nom, et l'avait averti que j'avais ouvert une porte que je ne pourrais pas refermer parce que j'avais fait la séance pendant une pleine lune et que nous avions brûlé la planche comme l'esprit nous l'avait demandé. Son récit m'a tétanisé. Plus tard, il m'a expliqué que sa mère avait, depuis qu'il était enfant, un familier nommé Joseph qui l'accompagnait et que c'était par lui qu'elle avait su ce que j'avais fait. Quelques minutes après cet appel, sa mère m'a retrouvé sur Facebook et m'a envoyé des rituels pour tenter de me purifier. J'ai essayé, mais pendant 4 jours je n'ai quasiment pas dormi. J'avais la sensation constante qu'on m'observait, que quelque chose rôdait. À bout de nerfs, je suis allé voir un prêtre qui m'a béni et m'a appris des prières et des gestes pour me protéger et reprendre le contrôle. Depuis, j'évite d'en parler trop précisément ou de prononcer certains noms. Il m'arrive encore de vivre des situations étranges, des radios qui s'allument et s'éteignent toutes seules, des événements impossibles à expliquer, mais je me protège. Cette expérience m'a transformé, je ne dirais pas que je suis devenu croyant, mais je ne suis plus athée. J'ai compris qu'il existe, dans ce monde, des forces négatives qu'il vaut mieux ne pas provoquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.